Bonjour à toutes et à tous. On est très content de vous retrouver en ce lundi matin sur un nouveau format qui n'est pas celui de la démonstration, de la masterclass, mais sur ce format table ronde, table ovale, enfin, à plusieurs invités, pour traiter de sujets de société et de sujets de satiété. On va essayer de joindre les deux, avec un public composé aussi, et ça nous met en joie vraiment, un public composé en grande partie d'étudiants du lycée hôtelier du Touquet, qu'on est ravis d'accueillir. Et c'est aussi un peu en priorité pour eux qu'on fait ces talks de la journée, pour essayer de les éclairer sur le fait que le métier de cuisinier, c'est aussi un métier qui engage tout un tas de choses, dans l'assiette, au-delà, dans la structure d'un restaurant, dans les manières de vivre, dans les manières de travailler ensemble, et on va interroger tout ça. Alors, on va commencer d'abord ce matin par interroger la richesse de la région où on est depuis 3 jours. On a vu passer beaucoup de belles choses, beaucoup de belles initiatives, de restaurants, de beaux restaurants. Et c'est une première en France, je pense que vous le savez. La région Hauts-de-France a reçu le label Région européenne de la gastronomie pour l'année 2023. Une distinction qui lui permettra de promouvoir son patrimoine culinaire et de développer son attractivité touristique. Et c'est ça qu'on va interroger avec mes invités aujourd'hui. Un label qui est décerné par l'Institut international de la gastronomie, de l'art et de la culture, une organisation à but non lucratif, composée d'un réseau de plus de 60 experts originaires des 5 continents, pour évidemment valoriser, promouvoir cette belle région à la diversité parfois encore méconnue du grand public. Et la question qu'on va poser, l'angle qu'on va essayer d'adopter, c'est: les Hauts-de-France sont-ils devenus le nord magnétique de la restauration française aujourd'hui? Et pour ça, on reçoit 4 invités. Bonjour à tous. À ma droite, Maude Cocheteux de la mission éducation, économie, en lien avec la voie professionnelle au campus, au ministère de l'Éducation nationale. Ouais, j'ai bon, Maude? Bonjour, Maude. Bonjour les jeunes, bonjour à tous. François Dalluin également, chef de projet dans ce projet de la région européenne de la gastronomie 2023 pour la région des Hauts-de-France. Oui. Bonjour François. Bonjour à tous. Benoît Langaigne, maître de conférence à Sciences Po Lille, qui dirige le master BMV, ce beau titre de master, Boire, Manger, Vivre. Bonjour à toutes et à tous. What else, j'ai envie de dire. Et notre dernière invitée, Marie-Laure Fréchet, journaliste culinaire, ancienne présentatrice de la scène sucrée d'Omnivore World Paris, autant dire qu'elle est un peu à la maison. Nordiste, fief et nordiste, elle a toujours vécu ici et elle défend le terroir et les chefs, notamment au sein d'un beau festival, un bel événement qui s'appelle Mange Lille, avec une virgule. Tu n'invites pas les gens à aller manger le vieux Lille. Avec une virgule et un point d'exclamation. Et un point d'exclamation. Bon, on va commencer peut-être par se demander ce que veut dire, de quoi ce label est-il le nom. Peut-être qu'on va commencer avec vous, Maude. Qu'implique-t-il, ce label? Que dit-il? Alors, ce label, contrairement à d'autres labels qui viennent marquer un fleuron, en fait, on l'a choisi concomitamment entre l'Éducation nationale et la région Hauts-de-France pour sa capacité à emmener la région dans une démarche de progrès, en s'appuyant sur tous ses atouts, toutes ses forces, toutes ses énergies qui sont très nombreuses, toute sa jeunesse aussi, et surtout, en tout cas en ce qui concerne le ministère de l'Éducation nationale, pour l'emmener vers plus d'attractivité, plus de touristes, plus de qualité, plus d'excellence aussi. Peut-être François, tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors il faut peut-être se rappeler que la consommation touristique mondiale en matière alimentaire, c'est 31 milliards d'euros. Donc c'est un domaine économique très important. Et on est par ailleurs dans un territoire qui n'est pas suffisamment pour l'instant valorisé. J'ai l'habitude de dire, on est probablement la plus grande région, les Hauts-de-France, la plus grande région agricole, agroalimentaire et de pêche d'Europe. Et pour autant, on est très peu reconnu encore comme une grande région de gastronomie. Alors il y a plein de raisons pour ça, mais dans un contexte où les territoires sont en concurrence les uns avec les autres sur le plan de leur attractivité économique, attractivité événementielle, attractivité touristique, la gastronomie est devenue un fait majeur.
Voilà. Et qu'est-ce qui explique cette décorrélation entre la puissance du Nord dans la production agroalimentaire et le fait qu'elle ait semblé longtemps en retrait d'un point de vue gastronomique, ce décalage? Il y a beaucoup de facteurs, mais c'est vrai que les grandes régions de gastronomie sont en France d'abord les grandes régions de vin. Voilà, la France s'est fait connaître au travers du vin dans le monde. Voilà, et comme la région Hauts-de-France, aujourd'hui, la région Hauts-de-France, on est fiers d'avoir 10% de l'AOC Champagne. Et c'est vrai que le vin, c'est un fait nouveau pour cette région. Et inversement, on a la bière, qui est vraiment un produit très identitaire des Hauts-de-France, mais qui a vécu des périodes très calmes, on va dire, depuis on va dire, le milieu du XXe siècle, et qui, ça y est, se redynamise très très fortement, avec aujourd'hui en Hauts-de-France le plus grand nombre de brasseries, et des brasseries vraiment qui font un boulot génial, très très innovantes. C'est ça qui est intéressant, ancrées sur leurs valeurs, sur leur savoir-faire traditionnel, mais extrêmement innovantes. Et en revalorisant la bière aussi comme une boisson gastronomique. C'est quelque chose qui est assez frappant dans votre région, qui n'est pas arrivé à Paris par exemple. C'est comment la bière a pris place sur les tables gastronomiques, comment on peut faire un dîner gastronomique en buvant de la bière. On est en train de démontrer qu'il se passe quelque chose dans cette région et qu'en effet, sur la base de nos produits, nos savoir-faire, on peut proposer quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Oui, peut-être pour ajouter quelques points, on a aussi une formidable puissance et une formidable jeunesse, une formidable puissance de formation. La voie professionnelle française, c'est 700 000 jeunes. En hôtellerie-restauration en France, on forme 150 000 jeunes par an. Et vous, les jeunes ici, vous êtes 11 000 sur l'ensemble des lycées hôteliers et centres de formation de la région Hauts-de-France. Donc vous représentez 10% finalement de l'appareil de formation sorti des classes et des lycées. Donc aujourd'hui, il y a le lycée hôtelier du Touquet, mais il y a aussi d'autres lycées qui sont présents. C'est 25 lycées en réseau. Et donc on a une formidable puissance de main-d'œuvre qualifiée, très qualifiée, parce que les équipes pédagogiques font un travail formidable avec les jeunes, en lien avec les chefs locaux qui sont très investis et de plus en plus investis dans la formation des jeunes. Donc voilà, c'est aussi cette force-là que le label va mettre en œuvre, enfin va mettre en avant, et via des projets avec d'autres pays européens, puisqu'il y a 14 pays membres de cette plateforme Région européenne de la gastronomie, les jeunes pourront bouger plus, apprendre d'autres techniques, s'ouvrir sur le monde pour pouvoir mieux revenir et mieux réinvestir leur région finalement. C'était un petit peu notre objectif, en tout cas pour le volet formation du dossier. À une époque où on sait qu'il y a une pénurie aujourd'hui de postes dans l'hôtellerie et restauration qui est assez dramatique. Donc cette formation-là va venir, espérons-le, pallier ces carences. Oui, alors on est toujours sur des constantes en termes de nombre de jeunes formés, mais effectivement les besoins sont de plus en plus nombreux. Donc l'objectif est aussi d'attirer plus de talents via la formation initiale, mais aussi via des reconversions professionnelles, pour donner au plus grand nombre cette envie et professionnaliser finalement toute une région. Et je pense qu'il y a encore un gap à franchir. C'est tout l'objet de cette démarche. C'est vraiment de professionnaliser massivement la région pour la hisser au niveau d'autres régions plus mûres dans la démarche. Oui, puis rappelons que la gastronomie dans le Nord, ce n'est pas une création ex nihilo. Pour essayer de chiffrer un peu les choses, il y a, si j'ai bien compté, 16 établissements étoilés Michelin dans la région, 15 une étoile, 1 2 étoiles, d'autres qui ne sont pas étoilés. Mais il y a un beau patrimoine à exploiter. Il y a de l'existant sur lequel on peut travailler déjà, non? Alors, oui, je pense que c'est 17, mais peu importe les chiffres. Bon, il y en a quelques-uns. En fait, c'est très peu. C'est trop peu. Si on compare, PACA, c'est 80 restaurants étoilés. Rhône-Alpes-Auvergne, 80. Bretagne, 40. Bon. Donc, si on se compare à d'autres, c'est plutôt très peu. Alors, c'est seulement un indicateur, les tables étoilées. Bien sûr. Mais c'est un indicateur qui nous pousse et qui nous a poussé, fait partie de ce qui nous a convaincus qu'il fallait mettre le paquet pour candidater. Ça n'a pas été simple, ça a été tout un travail, le fruit aussi un travail collectif, je pense que c'est important à dire, avec 9 membres, je ne vais pas tous les citer, mais un travail collectif pour candidater à ce label Région européenne de la gastronomie et l'obtenir. On est la première région française labellisée, donc on est plutôt fiers de ça. Beau, belle prouesse, bravo. François, toi aussi, tu formes des étudiants, tu as cette dimension
Benoît, tu formes aussi des étudiants, toi aussi tu fais de l'éducation dans les choses du boire et du manger. Tu as l'impression qu'il y a dans ton master aussi une sorte d'effervescence autour de ces questions-là? Oui, alors le master s'appelle Boire, manger, vivre. Bon, donc le grand intérêt du titre, c'est que le contenu correspond au contenant et qu'il n'y a pas d'équivoque sur ce qu'on... C'est clair, net et précis. C'est clair, net et précis. Oui, c'est intéressant de voir qu'une grande école comme Sciences Po Lille a vraiment investi le domaine de l'alimentation et de la gastronomie en étant vraiment très proche de l'ADN d'une grande école comme Sciences Po, c'est-à-dire les sciences sociales, en croisant les disciplines, le droit, l'économie, la science politique, l'histoire, mais en croisant aussi des thèmes. C'est-à-dire que quand on est dans boire, manger, vivre, on est aussi à la croisée de la culture, de l'environnement, des relations internationales, de l'entrepreneuriat. Et donc boire, manger, vivre, c'est double, triple croisement des regards que peuvent apporter les différentes sciences sociales et des angles que peuvent apporter les disciplines qui sont plutôt traditionnelles. Hein. Donc là, c'est une sorte de nouvelle ère, nouvelle époque, aussi d'une forme de pluridisciplinarité. Et l'alimentation et la gastronomie, solide et liquide, se trouvent vraiment au croisement de ces chemins-là. Et les élèves aussi sont très intéressés par ça, parce que quand on a 20-22 ans, ce qui est l'âge de mes étudiants et mes étudiantes, ce sont des étudiants et des étudiantes qui ne sont pas blasés. Moi, j'ai le plaisir d'avoir, quand j'arrive en cours, une petite flamme dans leurs yeux, parce que c'est quelque chose qui les motive, qui est aussi pour elles et pour eux synonyme d'un engagement. Et ça, c'est très fort. Donc voilà. Aussi boire, manger, vivre. C'est aussi penser ce que boire, manger veut dire. Quand tu dis que tu es à la croisée de la sociologie, d'une réflexion intellectualisante, théorisante, mais pas que. Oui, alors la grande force et l'histoire aussi des écoles comme Sciences Po, hein, c'est vraiment de partir de l'actualité, c'est-à-dire vraiment des enjeux contemporains. Ça va des débats autour de la viande, les alternatives végétales à la viande artificielle, les élevages en circuit court, forcément tout ce qui est posé par le journalisme et la presse gastronomique, tout ce qui est aussi autour des violences sexuelles et sexistes en cuisine. C'est aussi des choses forcément sur la place de l'alimentation dans les conflits contemporains. Bon, quelque part, on voit bien aujourd'hui avec l'Ukraine la place du blé. Le blé, c'est l'alimentation. Donc c'est vraiment cette culture Sciences Po, avec une dimension très forte dans boire, manger, vivre. C'est aussi la raison pour laquelle ça ne s'appelle pas métier, des arts, gastronome, enfin une sorte de classification qui aurait pu être choisie dans une grande école, mais c'est des verbes, boire, manger, vivre, parce que j'ai voulu, en créant ce master, qu'il y ait une vraie dimension pratique. Et ça s'est concrétisé avec l'acquisition aussi de savoir-faire qui sont des savoir-faire précis et des savoir-faire professionnels. Alors évidemment, les élèves à Sciences Po ne sont pas dans des lycées hôteliers ou dans des écoles hôtelières, mais moi j'ai tenu, donc ça s'est fait il y a maintenant un mois, à ce que les élèves viennent pendant 15 jours donc, au lycée hôtelier du Touquet pour acquérir quelques compétences culinaires et aussi pour vivre cette expérience dans un lycée hôtelier avec des profs qui n'ont pas la même culture, et ça a été enrichissant des deux côtés, à la fois pour le lycée et aussi pour Sciences Po. Et on boit et on mange de temps en temps dans ton master? Forcément, bien boire, bien manger et bien vivre, au bout d'un moment, ça veut vraiment dire vraiment boire, vraiment manger et vraiment vivre. Les études idéales, quoi. Marie-Laure Fréchet, Marie-Laure, on se posait la question hier, on se disait effectivement ce beau bouillonnement dans le Nord, cette nouvelle scène, ce Nord magnétique. Toi, tu animes brillamment ce collectif Mange Lille et son festival, mais le Nord, c'est pas que Lille. Ça, c'est une question. Alors, peut-être qu'on va commencer quand même par parler de ton festival, Mange Lille. Peut-être que tu peux nous en dire deux mots. Oui, alors Mange Lille, c'est une association que j'ai créée il y a bientôt 10 ans. L'idée, c'était d'accompagner l'émergence d'une jeune gastronomie. Je sais que Omnivore aime ce terme de jeune cuisine, enfin, c'était ça. Parce qu'à l'époque, effectivement, le Nord-Pas-de-Calais, je crois qu'on n'était pas encore les Hauts-de-France, était un peu la terra incognita de la gastronomie. Voilà, on connaissait déjà Alexandre Gauthier, on connaissait Coop des Rameaux en Belgique, il y a In de Wolf, et entre deux, on estimait qu'il n'y avait rien.
Or, il y avait déjà une jeune garde, il y avait déjà Florent Laden, justement, Maxime Schellstraat, Steven Ramon, enfin des gens comme ça, Nicolas Pourcheresse, qui commençaient à dynamiser Lille, et il fallait accompagner ce mouvement-là. Et un peu comme le master de Benoît, on l'a appelé Mange Lille, parce que voilà, le mot gastronomie faisait un peu peur, je pense, à Lille et dans le Nord-Pas-de-Calais, où on n'a pas, justement, contrairement aux grandes régions viticoles, comment dirais-je, dans notre ADN, ce sens de la gastronomie, ou la valeur de la gastronomie. C'est aussi une manière de manger qui est moins cérémonieuse, peut-être, non? Oui, plus simple, plus joyeuse aussi. Oui, plus joyeuse, etc. Et donc toi, tu fédères toutes ces forces vives, tu les voilà, fais donc exister, on a tu les fédéré as contribué aussi à les nommer. ces forces vives, et d'une manière très simple, en organisant des manifestations culinaires, mais des choses très simples, des dîners, des banquets, un grand pique-nique par exemple, qui a rassemblé 3000 personnes, enfin voilà, des choses très festives. Et à travers ces événements-là, on a fait connaître ces chefs aux gens de la région principalement, mais aussi à l'extérieur, aux Parisiens et à toute la France. Quel est ton prochain événement? Qu'est-ce qui est prévu là prochainement? Alors, un prochain événement fin mai, le 31 mai et le 1er juin, au Jardin des Plantes de Lille, dans le cadre de Lille 3000. On va faire un événement qu'on va appeler Effet de serre, puisqu'il aura lieu dans la serre tropicale. Joli. Voilà, avec 6 chefs. Bon, prenez note. Alors, donc, effectivement, belle animation du côté de Lille, avec des restaurants qui sont devenus des restaurants désirables, enfin parmi les plus désirables de France. Je pense évidemment à ceux de Florent Laden notamment, mais pas que. Mais le Nord, c'est pas que Lille. Et on en parlait un peu hier. Est-ce que tu penses vous pensez tous qu'il y a une sorte de lillocentrisme un peu dans le Nord? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans d'autres villes? Est-ce qu'il y a encore tout à faire, beaucoup de choses à faire? À Arras, oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors après, c'est sûr que c'est aussi pour ça qu'on s'appelle Mangil, parce que déjà, il fallait resituer la région et Lille et la ville capitale, bien sûr. Mais il y a tout un réseau de restaurants à recréer dans la région. Mais ça commence à s'implanter. Ça commence à remuer. On a Camille à Saint-Omer, par exemple. On a vu Camille Delcroix à Saint-Omer qui revient en Alexandre Gauthier ici. Enfin, petit à petit, ça renaît. Oui, puis au-delà des restaurants, ce qu'on va essayer de faire dans Région européenne de la gastronomie 2023, c'est montrer toute la vivacité qui existe sur ce territoire. Il existe 170 manifestations culinaires en Hauts-de-France toute l'année. Alors c'est beaucoup de fêtes populaires parce que c'est notre ADN. Finalement, on est une région où la convivialité, la générosité, l'hospitalité, c'est vraiment nos valeurs. Mais manger, boire, vivre, c'est aussi ça. Voilà, exactement. Et donc, c'est mettre en lumière ces territoires qui participent aussi de cet élan culinaire, et puis les encourager à se renouveler, à inventer de nouvelles formes peut-être plus innovantes ou plus différentes de s'adresser au public. Mais il y a tout ce terreau, tout ça existe déjà beaucoup, en fait. La Région européenne de la gastronomie va venir catalyser, finalement, tout un tas d'initiatives qui existent partout sur le territoire. Et puis, puisqu'il y a beaucoup de jeunes ici, moi, je voudrais les encourager, parce qu'on parlait d'Arras, on a cité comme ça quelques villes. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de potentiel. Je disais tout à l'heure, on a peu d'étoilés. En fait, on a des villes importantes, quand même, qu'on nomme souvent les belles endormies, mais dans lesquelles il y a des places à prendre pour des jeunes qui ont envie de proposer une nouvelle gastronomie. Voilà. Oui, et effectivement, le fait aussi de travailler en relation étroite avec Sciences Po Lille, le fait que on cherche à créer de nouvelles formations. Je pense que les jeunes, vous êtes en lycée hôtelier, vous avez toutes les chances, toutes les cartes en main pour réussir. Les équipes pédagogiques sont là pour vous former. Vous savez que vous avez des perspectives formidables. Vous pouvez aller faire vos expériences, mais vous savez qu'en région Hauts-de-France, vous avez aussi toute votre place. Mais pour ouvrir un restaurant, pour devenir un étoilé, il faut être un excellent technicien, mais il faut être ouvert sur le monde, il faut savoir entreprendre, il faut développer des compétences
qu'on doit aller chercher vers l'université, vers des partenariats tels que Sciences Po. Et aujourd'hui, l'appareil de formation, il est en train de muter pour vous permettre à tout moment dans votre parcours de vie de revenir vers la formation quand vous en avez besoin, pour vous former mieux, pour apprendre de nouvelles compétences et pour vous, voilà, éventuellement pour vous accompagner dans l'installation sur la région. En tout cas, François l'a dit, le potentiel est énorme de développement. Et la région aide, n'est-ce pas? Parce qu'ouvrir un restaurant veut aussi dire avoir accès... Alors la région, elle ne peut pas aider tout le monde, mais la région, elle aide un certain nombre de projets. Elle le fait pas que dans le cadre de Région européenne de la gastronomie, mais elle le fait, j'allais dire, sur ses politiques de droit commun. Évidemment, elle accompagne les acteurs qui portent un événement, qui portent un projet culinaire, qui portent l'ouverture d'un restaurant ou une réhabilitation, etc., bien sûr. Oui, et puis au-delà de la région en tant qu'entité, en tant que collectivité territoriale, voilà, les lycées sont là pour accompagner les jeunes, mais aussi les chambres de commerce, les chambres des métiers, voilà, tout le réseau aujourd'hui c'est s'allier pour accompagner les porteurs de projets de manière vraiment précise et efficace. Et puis il y a des très beaux projets d'ouverture de restaurants là, qui s'organisent. On a vu l'équipe de Roseau qui va ouvrir à Marc-en-Barreuil, dans une ancienne imprimerie magnifique. Alors ça, c'est un projet qui a été accompagné par la région. Parce que c'est des investissements lourds. On sait que ces restaurants qui sont vraiment l'excellence de la région sont à la fois des vecteurs d'attractivité très forts. Ils rayonnent bien au-delà de la région. Et paradoxalement, c'est des modèles économiques assez complexes et sur lesquels les chefs prennent un risque fort. Donc évidemment, les collectivités, elles sont là aussi pour accompagner ce risque. Puis il y a du beau bâti aussi disponible dans la région Nord. Oui, bah c'est notre culture industrielle. Alors, ouais. Bon, beaucoup dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a évidemment des richesses architecturales différentes aussi, plutôt dans le sud de la région. Mais oui, il y a encore beaucoup de places et d'endroits merveilleux. Voilà. Il y a de la brique disponible, pas que de la brique, il y en a Il y a de aussi. la brique. Non, mais on peut ajouter aussi qu'il y a aussi potentiellement beaucoup de mangeurs. Enfin, il y a un potentiel économique dans les villes moyennes. Voilà, parce que aller au restaurant, ça fait partie de l'art de vivre. Et voilà, on est tous nourris à Top Chef, aux magazines culinaires qui fleurissent, aux livres de cuisine florissants. Et donc, on a envie, les gens du Nord, comme les autres, ont envie d'aller au restaurant. Or, dans des villes moyennes comme Arras, Béthune, ça commence à bien se développer, mais Dunkerque, voilà, on ne sait pas où aller. Oui, d'ailleurs, Florent Laden va ouvrir 2 Birbic à Béthune et à Dunkerque dans les jours prochains, dans les jours qui viennent. Il contribue aussi à ça, Florent. Ouais. C'est l'un de ceux qui contribue à quadriller, non C'est une locomotive, c'est sûr que c'est une locomotive, une belle locomotive. Une belle locomotive, on l'a vu hier sur scène, une belle locomotive. Peut-être parlons un peu aussi de l'agroalimentaire. Vous rappeliez que la région est la première région agricole de France, en pêche aussi. On peut rappeler quelques chiffres pour donner une idée de... Ouais, j'ai pas de chiffres précis à donner, mais simplement, la région, elle culmine sur tout un tas de palmarès. On est la première région productrice d'endives, de petits pois, de tout un tas de choses. La liste serait trop longue en vérité. En fait, on produit de tout dans cette région. C'est la particularité. On est aussi une région d'agriculture intensive. Parlons-en de ça, oui. Alors, c'est à la fois une qualité et puis un défaut, parce que mais l'agriculture se transforme. Et aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que les agriculteurs font un boulot. Moi, c'est important de rappeler qu'en France, on a les meilleurs produits agricoles du monde. Bon, donc, on peut toujours faire de l'agribashing, trouver que c'est pas assez bien, mais moi, je trouve que quand même, il y a un boulot formidable. Et particulièrement dans cette région. Alors, c'est compliqué parce que moi, je prends souvent l'image, si vous mettez une belle vache normande dans un pré bien gras avec un pommier derrière, 3 fromages devant et puis une bouteille de cidre, vous savez gastronomiquement parlant où vous êtes. En Corse. Voilà, en Corse. Et pour les Hauts-de-France, cette image-là, elle est difficile à faire. À peindre, c'est ça ? Parce que, bon, voilà, il y a les estaminets, il y a toute cette expérience, cet imaginaire autour des estaminets, mais bon, quand on est dans l'Oise, les estaminets, c'est autre chose. Donc, c'est difficile bon, et c'est un peu l'enjeu aussi de Région européenne de la gastronomie, c'est de réussir à donner une image de quelle est la gastronomie de cette région. Voilà, sur un curseur qui est
forcément entre la tradition et l'innovation, parce qu'on est une région jeune, dynamique, on est aussi la région la plus jeune de France, et puis sur un autre axe qui est celui de la convivialité, de la générosité, de l'hospitalité. Alors, malgré tout, dans l'agroalimentaire aussi, elle change, comme vous disiez, comme tu disais, vers une agriculture de plus en plus raisonnée. On l'a vu ici, on a vu passer des producteurs, des agriculteurs, les cuisiniers n'ont cessé de nommer leurs voisins qui produisent la pomme de terre, la betterave, les petits pois, les asperges. L'agriculture, elle change aussi dans le Nord, quoi. Et les chefs contribuent à ça, à aller vers une agriculture davantage raisonnée. Oui, c'est en train de se jouer en ce moment, ça aussi. Oui, mais c'est le consommateur qui fait le marché. Donc, c'est le consommateur et c'est les chefs, évidemment, qui attendent de leurs producteurs des produits singuliers et innovants et de grande qualité. Donc, ils font bouger les opérateurs agroalimentaires et les producteurs. Donc oui, on voit ça, mais j'allais dire, c'est pas spécifique aux Hauts-de-France, pour le coup. Non, bien sûr, mais le Hauts-de-France aussi, enfin, suit ce mouvement-là. Alors peut-être qu'on peut parler un peu de l'avenir. La question, c'est quel est le coup d'après? Est-ce qu'on peut imaginer des lendemains qui chantent, ou plutôt des lendemains qui mangent, pour le Nord? Benoît? L'avenir, elle est là, dans la salle, tu veux dire? Dans la salle, ouais, voilà. Ça, je pense que, puisque le titre du talk, c'est l'attractivité de la région, je crois qu'il faut aussi insister sur l'avenir et sur l'excellence des formations, puisque l'avenir, c'est la qualité et l'excellence des formations, et que ce soit dans les lycées professionnels, forcément, il y a une partie des élèves qui viennent de la région, mais il y a aussi une partie non négligeable qui viennent des autres régions, attirés par la qualité de la formation et des profs dans la région. Boire, manger, vivre, là je suis en train de recruter la 2e promotion. Les 3/4 des candidatures ne viennent pas des Hauts-de-France et viennent de l'extérieur. J'aurais pu ouvrir l'année prochaine 2 formations uniquement en anglais. Et hier et la semaine dernière, j'ai reçu, d'ailleurs c'est assez touchant, mais une lettre qui venait de Melbourne, en disant bonjour monsieur, je suis assis dans mon canapé, je lis le journal de Melbourne qui s'appelle The Age, et je viens d'entendre parler de boire, manger, vivre. J'ai 26 ans, j'apprends le français. En gros, est-ce que vous voulez de moi? Bon, extraordinaire. Je vais l'encadrer, je crois. Génial. Mais c'est donc pour dire aussi que l'attractivité de la région, elle est aussi, et sur l'avenir, l'attractivité de la région, c'est l'attractivité des formations, et c'est aussi du coup important de bien lier des formations comme celles qui sont à l'université ou dans les grandes écoles, et puis les filières professionnelles qui sont aussi des filières d'excellence ici. Ouais, donc c'est la 2e année du master, c'est ça? C'est la première année, mais comme c'est un master M1, M2, là, cette année je n'ai que les 4e années, les M1, et l'année prochaine j'aurai donc les 2 années. Donc tu commences à avoir des retours d'un cycle de master complet? Voilà, c'est ça. Et comme c'est en alternance, en 5e année, donc les élèves, ça aussi c'est une particularité plutôt dans des écoles comme Sciences Po, cherchent des contrats d'alternance et sont pris à la fois donc, dans des structures régionales, mais aussi dans des structures qui sont des structures nationales et des entreprises qui sont nationales. Moi, j'allais te poser la question, quelques exemples, par exemple, où vont tes étudiants en alternance ensuite? Eh bien, c'est des étudiants du moment, par exemple. Alors, il y a des étudiantes qui ont travaillé chez les affaires publiques chez Moët Hennessy. Donc ça, c'est plutôt le côté national. Et puis sur le côté régional, je vois Alaude qui est au premier rang, donc chez les Sublimeurs, que vous connaissez bien, je crois. L'Échappée Bière aussi, qui est une structure lilloise qui fait du conseil de développement de brasserie. Donc c'est vraiment l'alternance, le journalisme aussi culinaire, potentiellement. Voilà, ils sont vraiment en train de chercher, donc c'est les débuts des pistes, mais voilà, on voit se dessiner aussi un peu des familles, des collectivités territoriales, le conseil régional, la métropole européenne de Lille, le département, tout ce qui est politique alimentaire territorialisée pour essayer d'installer des circuits vertueux à l'échelle d'une collectivité, donc d'un département, d'une ville ou d'une région. Voilà, aussi le côté food tech peut aussi intéresser un certain nombre d'élèves, notamment à travers la question de la végétalisation de l'alimentation que pose une certaine partie de ce secteur. Donc on est amené à avoir des étudiants à toi dans les futures éditions de Omnivore Nord, hein? J'espère bien.
Sans doute, bien, dans j'espère l'organisation, je veux dire. Bon, Marie-Laure, alors, quel est le coup d'après, à ton avis? Comment... Pour la région Ouais, pour la déjà, gastronomie dans la région Nord. Non, mais je pense qu'il faut continuer à accompagner cette prise de conscience on est vraiment un territoire culinaire riche. Et voilà, c'est vous, les jeunes, qui devez prendre conscience de cela. Parce que, comment dirais-je, je parle souvent de cet effet miroir. On a besoin, par exemple, des événements comme aujourd'hui, comme Omnivore, pour prendre conscience qu'on a tout ce qu'il faut. On a le territoire, on a les produits, on a les chefs. Voilà, il faut que vous ayez envie de rester ici et de développer cette région qui a tous les atouts. Et ça, on l'oublie assez souvent. Oui. Pour plein de raisons, certes historiques, sociales. On peut parler de la fameuse modestie des gens du Nord, mais bon, on n'en est plus là. Et je pense qu'il faut être fier de cette région et il faut contribuer à son développement. Et déconstruire les clichés aussi. Pardon ? Déconstruire les clichés. Oui, les sont clichés. tenaces parfois. Est-ce qu'on en est encore là ? Est-ce que vous, les jeunes, vous avez encore des clichés sur la région ? Je ne sais pas. On pourrait. Eux, sans doute pas. Bienvenue chez les ch'tis, c'est fini, quoi. Oui, c'est ça, voilà, c'est fini. Bienvenue chez les ch'tis, c'est fini. Il y a 15 ans, donc... Bienvenue chez les ch'tis, c'est fini. Vous n'étiez pas né, je crois, à cette époque-là. Oh, il reste quelques clichés. Voilà. Oui, parce que, non, mais on peut le dire, on a encore la grande région des moules frites. On produit 5% des moules qu'on consomme dans cette région. Ouais. Bon, donc les moules viennent de Bretagne, de Normandie, de Belgique, de Hollande, pardon. La frite, on peut peut-être l'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO, non ? Ça serait sympa. Oui, la frite. La valoriser. Ça reste, il faut être fier de la frite, c'est quand même une merveille. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi, on parlait de multiples manifestations qui se passent dans cette région. Je pense à un festival qui est vraiment remarquable, qui s'appelle Upper Noir, qui se passe sur le bassin minier, et qui a fait un travail avec les friteries pour dire, si on est la région de la frite, on est d'abord la région de la friture. Et ça, c'est une technique. Bien sûr. C'est une technique. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas être demain la région du Tempura parce qu'on végétalise donc, la plus belle des techniques culinaires. Voilà, et puis c'est finalement un lien qu'on peut faire avec le Japon, qui est aussi une grande culture culinaire. Voilà. Les pays ibériques aussi, pour imaginer des liens avec la friture espagnole, portugaise. Oui, Maud ? Alors moi, juste un message pour les jeunes. Je pense que ce qui se passe avec Sciences Po est très intéressant. Benoît l'a dit, il y a plein d'étudiants de l'extérieur qui veulent venir. Et je pense qu'on ne réussit pas sans ouverture, sans rencontre, sans échange. Et vraiment, ça, c'est un message pour vous. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de bouger, de voyager, de mieux partir pour mieux revenir finalement. Ici, vous avez tout ce qu'il faut pour acquérir les techniques, mais toutes les grandes régions qui se sont transformées, on parle souvent entre nous de l'université de Polenzo et de la mutation du bassin de Turin, d'un bassin industriel à un bassin touristique. Elle s'est faite par un appareil de formation fort, par des universités marquantes, par une richesse, par un aspect multiculturel, des valeurs de durabilité et d'échange qui sont ancrées profondément. Et ça, pour moi, c'est le point de pivot qui fera la réussite de toute une région, finalement, et de toute une jeunesse. Bon, merci à tous. Merci pour cette table ronde. Bravo, on peut les applaudir.